Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Panel Hebdo. Très heureux de vous retrouver. Un grand merci à Romain Clicquot-Deminck qui a assuré la semaine dernière la présentation de l'émission. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Panel Hebdo. Donc, Panel Hebdo, l'actualité revue et revisitée, bousculée aussi parfois par les chroniqueurs invités à nous livrer leurs commentaires et analyses sur les grands faits de l'actualité en Afrique et dans le monde. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Ben Yayassi, analyste politique. Ben Yayassi, bonjour. Bonjour Francis. Nous sommes en compagnie également de Gratien Rokindi-Kiza. Bonsoir Gratien. Bonsoir Francis. Chroniqueur régulier, récurrent, inamovible de cette émission. Merci d'être là. Merci. Également avec nous sommes très heureux de recevoir de nouveau dans cette émission, dans Panel Hebdo, Claude Lecaille. Claude Lecaille, bonjour. Bonjour Francis, ravi d'être là. On va se contenter de vous présenter aujourd'hui comme journaliste et essayiste. Hein. Tout à fait. Parce qu'il y a plusieurs autres casquettes, évidemment, que nous avons oui. dévoilées récemment dans cette émission. Et nous accueillons un invité spécial dans cette édition, c'est Richard Banegas, professeur de sciences politiques au Centre de recherche international de Sciences Po. Richard Banegas, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, merci de votre accueil. Merci d'être avec nous. Richard Banegas, on vous accueille dans cette émission à l'occasion de la parution de votre ouvrage « La guerre des papiers en Côte d'Ivoire, ethnographie politique de l'identification et de la citoyenneté ». Cet ouvrage est coécrit avec Armando Coutolo aux éditions Cartala. Merci d'être là et donc en marge de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire qui a lieu ce samedi 25 octobre. Nous parlerons de ce sujet que vous développez dans votre ouvrage, cette guerre des papiers entre crise de l'identité et construction de la citoyenneté en Côte d'Ivoire. Également dans cette édition de Panel Hebdo, nous reviendrons sur la présidentielle du 12 octobre dernier au Cameroun et dont les résultats devraient être officiellement proclamés ce 27 octobre. Alors même que toutes les données statistiques diffusées au cours des derniers jours donnent une large victoire à l'ancien ministre Issa Chiroma Bakary. C'est le président sortant, Paul Biya, 92 ans, qui devrait être proclamé vainqueur de cette élection. Un air de déjà-vu dans un Cameroun où les interrogations sur l'avenir du pays sont plus que jamais au cœur de l'actualité. On en parlera donc dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Premier chapitre donc de cette édition de Panel Hebdo. Alors aujourd'hui, jour d'élection présidentielle, ce 25 octobre en Côte d'Ivoire, alors que les Ivoiriens se sont rendus aux urnes aujourd'hui même, ce samedi. Nous vous proposons de prendre un peu de distance avec la dramaturgie politicienne et la dramaturgie électorale pour parler avec notre invité, Richard Banegas, d'un phénomène persistant en Côte d'Ivoire, la guerre des papiers, la question de l'identification citoyenne en Côte d'Ivoire, une question qui s'est invitée une fois encore cette année dans la période électorale. Richard Banegas. Alors, j'allais commencer avec vous par le titre de l'ouvrage, La guerre des papiers. Vous savez que le mot guerre en Côte d'Ivoire, c'est un mot encore très sensible, sensible et délicat, dans un contexte qui est encore très marqué par les conflits récents. Est-ce que, en choisissant ce titre, vous étiez conscient de ce fait, de ce mot sensible pour les Ivoiriens? Bien sûr, et nous avons longuement hésité, effectivement, y compris à le mettre au singulier, parce que, en fait, cet ouvrage qui sort chez Cartala cette année, en 2025, est paru déjà l'an dernier en anglais chez Oxford University Press, et le titre était ID Wars, Wars au pluriel, les guerres des papiers. Parce qu'en vérité, cet ouvrage est parti, disons, effectivement du plus évident, à savoir que le conflit qu'a connu la Côte d'Ivoire pendant près d'une dizaine d'années, et qui a débuté formellement avec la rébellion en 2002, a éclaté au motif précisément, clamer les rebelles, qu'il fallait des papiers pour tout le monde, et que les processus, disons, d'identification des personnes auparavant avaient été si discriminatoires qu'ils prenaient les armes pour les papiers. Mais en vérité, au-delà du conflit lui-même, et, disons, des solutions qui ont été, que l'on a tenté d'apporter à travers les différents accords de paix, où les papiers étaient vraiment au cœur des négociations. Nous avons aussi voulu, et c'est pour ça que le pluriel aurait été mieux, parler de toutes les batailles du quotidien des citoyens ordinaires pour obtenir des pièces d'identité, se voir reconnaître une place dans la société. La bataille documentaire, vous dites. Voilà. C'est ça. Oui. Vous indiquez justement que le conflit déclenché en 2002 en Côte d'Ivoire, je vous cite, a suscité des questionnements comparatistes sur les enjeux de l'identification des personnes. Alors, en quoi cette question est-elle spécifique à la Côte d'Ivoire? Cette question des papiers, de l'identification des citoyens, quelle est la spécificité de la Côte d'Ivoire en cette matière?
Oui, parce que vous faites bien de le rappeler, l'ouvrage est une monographie sur la Côte d'Ivoire, qui est une histoire longue, effectivement, que nous essayons de relater dans cet ouvrage, mais qui pose des questions bien plus larges, à la fois sur le continent africain, où, par exemple, la question de la biométrie, vous le savez, est aujourd'hui vraiment un enjeu absolument crucial, y compris pour la question électorale. On pourra peut-être y revenir dans la discussion. Et puis ailleurs dans le monde, où la biométrie et les questions de l'identification des personnes sont aussi un enjeu, y compris pour les questions de développement, comme désormais le proclame l'ONU au titre de ses objectifs du millénaire 16.9, qui se concerne précisément la question de l'état civil. Donc avoir des papiers, disons, des papiers d'état civil, tout simplement, c'est le b.a.-ba pour l'obtention des droits. Mais on constate évidemment sur le continent africain, la Banque mondiale estimait dans les années 2000 que disons, environ 500 millions de personnes n'étaient sans papier, ou en tout cas avec des difficultés de documenter leur identité. Donc c'est un enjeu qui est global, qui est continental, mais qui est aussi spécifiquement ivoirien, en raison aussi de l'histoire du pays, d'un pays qui a connu, il faut bien le dire, pendant, les années d'après l'indépendance jusqu'aux années 80, une situation que l'on qualifie d'informalité documentaire dans l'ouvrage, en cela que Houphouët-Boigny et son gouvernement se préoccupaient assez peu, au fond, de l'identité légale des personnes. Quiconque, on va vite, quiconque vivait dans le pays était considéré comme ivoirien, ou en tout cas il y avait une forme de citoyenneté économique, avec cette histoire qui est aussi une histoire coloniale, d'attraction des populations. Et pour Houphouët-Boigny, la double nationalité était... Il l'avait envisagé, pour notamment les ressortissants du Conseil de l'Entente. Le Parlement l'a refusé en 1964, mais au fond, la question de la légalité des papiers était moins importante que l'inclusion notamment des immigrés ou de leurs descendants dans les réseaux clientélistes du parti unique. C'était ça le point central. C'est-à-dire qu'à l'époque, il fallait mieux avoir une carte du parti unique plutôt qu'une carte d'identité. C'était ça véritablement le sésame de l'inclusion sociale et politique. Et cette logique-là d'informalité documentaire et d'inclusion dans les réseaux clientélaires du parti-État, elle a perduré jusque dans les années 80-90, où au moment de l'ivoirité, eh bien, les choses ont commencé à se durcir pour savoir qui était qui. Et c'est là, effectivement, que des conceptions opposées de la citoyenneté ont fini par se matérialiser aussi dans la question documentaire, la question des papiers, qui sont devenus, effectivement, le marqueur de cette crise de l'ivoirité et ensuite de la guerre qu'a connue le pays un peu plus tard. Mais c'est une histoire qui est ancienne, qui a ses racines, effectivement, dans une économie politique coloniale et post-coloniale, et dans une pratique, de l'identification légale qui a longtemps été en dehors du droit. Parce qu'elle ressortissait à d'autres logiques d'intégration qui étaient plus effectivement politico-partisanes et clientélaires. Alors même si le conflit de 2002 ne se résume pas à cette question des papiers, parce qu'il y a d'autres motifs évidemment, est-ce qu'on peut considérer que ce conflit qui déclenché en 2002 a été une étape cruciale dans ce qu'on peut considérer comme la construction de l'identité citoyenne ivoirienne en Côte d'Ivoire ? Oui, et c'est là que je disais que se sont fait face à ce moment-là deux conceptions de la citoyenneté qui se cristallisaient aussi dans l'identification légale. D'un côté, disons, une conception, je dirais, ouverte, extravertie, que je viens d'évoquer, où, disons, la question des papiers importait peu. Et de l'autre, une conception plus autochtoniste et, j'allais dire, ethno-nationaliste de l'appartenance nationale, qui exigeait précisément que l'on fasse, disons, que l'on mette au clair les conditions d'octroi de la nationalité, donc d'octroi aussi des papiers. Laurent Gbagbo, dès le lancement, disons, de son parti, dès le début du multipartisme au début des années 90, a posé cette question. Avec d'ailleurs des termes dont on se souvient, on parlait du bétail électoral du parti unique. Et donc il y a eu cette controverse-là qui a fini effectivement par éclater d'abord dans le coup d'État de 1999, puis dans la rébellion de 2002. Mais les solutions qui ont été proposées pendant la guerre ont été souvent, ont mis plus d'huile sur le feu qu'autre chose. J'en veux pour preuve que les accords de Ouagadougou, par exemple, désolé dans les termes techniques, mais ils sont révélateurs. On a voulu aller tchap-tchap, comme on dit en Côte d'Ivoire, et on prend l'expression dans le bouquin, aux élections, pour sortir de crise. On sait ce qu'il en a été, puisqu'en 2010, c'est au contraire une plus grande violence encore qui en a résultat. Et pour cela, on a voulu effectivement donner les papiers plus rapidement aux personnes, en faisant en sorte que celles et ceux qui étaient inscrits sur les listes électorales puissent avoir accès directement aux papiers. Alors que, vous voyez, c'est intéressant, parce que normalement, c'est l'inverse, c'est le principe démocratique, c'est qu'on est d'abord citoyen avant que
d'être électeur. Et là, avec cette procédure accélérée de Ouagadougou, où on était dans une situation de bras de fer entre le pouvoir et la rébellion, on s'est dit on va aller plus vite aux élections, on va en même temps fournir les premières cartes biométriques. Et donc c'est intéressant aussi de le relever, que les premières cartes biométriques dont sont issus les dispositifs biométriques d'aujourd'hui ont été délivrées dans un contexte comme ça de bras de fer entre le pouvoir et l'opposition, et de manière accélérée, sans forcément qu'on ait été très exigeant sur les papiers. Vous parlez aussi de la falsification documentaire, qui s'invite dans ce contexte, avec une multiplication aussi, je dirais, de floraison, avec une floraison de papiers, dans ce besoin de confirmation identitaire. Alors il y a des papiers d'appartenance à des partis politiques, d'appartenance à des confréries, vous parlez des dozos notamment. Alors que faut-il comprendre, je dirais, par ce besoin, je dirais, de confirmation multiforme de l'identité nationale? Il y a deux choses. Il y a effectivement ce phénomène que nous avons appelé de l'auto-encartement, c'est-à-dire d'une fabrication aussi par le bas de formes d'identité de papier, d'encartement pour différentes formes d'identité sociale, collective. J'évoque effectivement les dozos. Nous évoquons les dozos, c'est un chasseur traditionnel, devenu milicien pendant la guerre. Mais il y a bien d'autres exemples comme ça qui montrent aussi ce que nous appelons des formes d'écriture bureaucratique de soi. C'est-à-dire on s'encarte aussi pour se voir reconnaître une identité sociale et aussi parfois une dette vis-à-vis de l'État pour en tout cas les anciens combattants. Mais il y a aussi un autre phénomène que nous examinons en détail dans l'ouvrage, c'est toutes les stratégies, disons, de falsification documentaire, de faux papiers, qui le sont plus ou moins d'ailleurs, parce que c'est souvent des vrais faux papiers en vérité qui sont utilisés sous la forme que l'on appelle, en Côte d'Ivoire, les rené-cahiers. Alors, c'est un terme qui est assez fréquemment utilisé, y compris dans le reste de la sous-région. René au sens de, effectivement, rené dans les papiers, dans les cahiers d'état civil, lorsque on obtient un document où on se réduit l'âge pour pouvoir passer un concours administratif, pour pouvoir être engagé dans un club de football ou que sais-je encore. Mais il y a mille explications. C'est là qu'on repère aussi le mécanisme d'exclusion civique, dites-vous. Et ça a joué, évidemment. Ça a joué, évidemment. Donc on a tracé dans l'ouvrage, comme ça, par des enquêtes un peu compliquées, vous en conviendrez, auprès justement de celles et ceux, de ceux surtout qui font ces faux papiers ou qui participent à cette longue chaîne alimentaire du palais de justice, comme on l'appelle là-bas, pour obtenir des papiers par la corruption, il faut bien le dire. Donc on les a suivis, c'est Margoya comme on les appelle, et on a essayé de voir aussi comment ces papiers circulaient dans les familles également. Lorsque un enfant a besoin d'aller à l'école, il peut emprunter aussi les papiers de son grand frère, de son cousin, et faire sa carrière comme ça. Et alors peut-être pour terminer sur ce point, parce que c'est important, il y a tellement de rené-cahiers dans le pays, comme dans d'autres pays du continent et d'ailleurs dans le monde, qu'en 2018, le gouvernement d'Alassane Ouattara, tout à son ambition de réformer l'état civil par le biais de la biométrie, a passé une loi assez étonnante, qui est une loi d'amnistie des faussaires, en quelque sorte, et des falsificateurs d'identité, en disant, bon voilà, on va restituer votre identité, allez chez le juge, on va remettre tout ça à plat, parce qu'on voit bien qu'en fait, nos réformes biométriques ne peuvent marcher que si l'on purge l'état civil de tout ce rené-caillé. Alors c'était un peu la morale de l'histoire assez ironique, puisque Laurent Gbagbo en avait rêvé, il voulait moderniser l'état civil pour le purger des faux Ivoiriens, et je dirais Alassane Ouattara l'a fait, mais précisément en institutionnalisant cette formalité finalement, puisqu'il en a fait une amnistie. On verra d'ailleurs si depuis les crises qu'on a connues, depuis le conflit, avec le pic de 2011, s'il y a eu des progrès en matière d'inclusion citoyenne. Mais je vais revenir encore au cœur de l'ouvrage. Vous avez cité dans l'ouvrage un député ivoirien qui a affirmé ceci, je le cite, et je le cite parce que vous le citez, il est difficile de distinguer un Ivoirien d'un Malien ou d'un Guinéen, et c'est pourquoi la nationalité chez nous doit s'entourer de beaucoup de précautions. Et puis un autre député qui a estimé que, je cite toujours, si les conditions d'acquisition de la nationalité sont connues, nul ne peut connaître et apprécier celle du patriotisme vrai et sincère, qui est le gage de la sécurité intérieure et extérieure de l'État. Fin de citation. Alors là, ça invite à la question du patriotisme. Est-ce que, justement, je dirais, la réponse, soit l'exclusion citoyenne, soit, je dirais, à l'imprécision de la citoyenneté, il ne faudrait pas craindre, je dirais, en tant que réponse, une montée des sentiments nationalistes?
Alors, cette montée des sentiments nationalistes, comme vous le savez, s'est exprimée avec force en Côte d'Ivoire, peut-être encore plus que dans les autres pays de la sous-région, d'abord avec la thématique de l'ivoirité, qui était en fait une forme d'ethno-nationalisme. Parce que ce que l'on oublie de dire quand on parle d'ivoirité comme une identité nationale, c'est qu'en vérité, les critères culturels ou historiques que mettaient en avant les intellectuels organiques du PDCI-RDA, proches d'Henri Konan-Bédier, c'était des caractéristiques, grosso modo, du grand groupe Akan. Voire même, je dirais, du groupe baoulé. Donc l'ivoirité, c'était une forme aussi de baoulité, qui rejetait aux franges de la communauté nationale celles et ceux qui ne correspondaient pas ou pas vraiment à ces critères-là. Et ça, c'est un point important pour comprendre pourquoi cette idéologie-là a effectivement été mortifère pour beaucoup de personnes, notamment les personnes originaires du nord de la Côte d'Ivoire ou des pays voisins, qui partageaient notamment les patronymes des populations mandingues du Burkina Faso, du Mali ou de Guinée par après. Et donc la question que vous posiez sur comment distingue-t-on ces personnes-là, a nourri depuis des décennies, parce que là ce sont des citations des années 60, cette espèce d'imaginaire ethno-nationaliste des groupes des Ivoiriens d'origine. Avec déjà dans l'ivoirité toute une liste d'ethnies d'origine ivoirienne. Les Ivoiriens multiséculaires, disait-on. Multiséculaires, de souches multiséculaires. Et cette discussion, évidemment, depuis l'accès au pouvoir d'Alassane Ouattara, et même déjà sous Gbagbo, elle s'était atténuée, mais elle continue en quelque sorte de percoler dans les imaginaires de la citoyenneté sous la forme d'une espèce de petite expression que l'on évoque dans le livre, qui est « entre nous, on se connaît ». Et cette espèce de entre nous, on se connaît, qui est l'extension à l'échelle nationale du principe d'interconnaissance micro-locale, en fait, véhicule avec elle tout un ensemble de stéréotypes sur les communautés, les ethnies, effectivement, de souches multiséculaires, et y compris des façons d'être, des exquis corporels, des façons de parler, etc., à quoi on reconnaît un vrai ou un bon Ivoirien. Alors, évidemment, cette logique-là, depuis l'accès d'Alassane Ouattara, elle s'est atténuée, je le disais, mais elle percole encore, y compris dans les pratiques administratives, dans les pratiques policières sur les barrages, et dans tout un ensemble d'interactions sociales où les étrangers ou les supposés tels sont parfois discriminés. Que reste-t-il aujourd'hui de la crise de l'ivoirité? Est-ce qu'il y a encore des miasmes? Est-ce qu'il y a encore des scories de cette crise qu'on a connue à la fin des années 90? En fait, cette montée, je dirais, de ce concept de l'ivoirité qui a alimenté toute la période conflictuelle qu'on a connue. Elle a muté parce que effectivement la logique que je viens d'évoquer, qui était quand même très ancrée dans une période et dans un moment de la fin du régime oufouettiste, a muté en une espèce d'ultranationalisme sous Laurent Gbagbo, comme on le sait, avec tout son lot d'une idéologie, d'une mobilisation anticolonialiste qui était aussi très, très importante. Mais ce registre-là n'est plus dissible depuis le changement de régime, parce que c'est précisément ceux qui étaient combattus, qui en étaient les victimes, qui ont pris le pouvoir. Mais encore une fois, elle est encore là, sous-jacente dans les débats publics, y compris parmi certaines élites issues du Nord, qui eux-mêmes revendiquent aussi ce paradigme ethno-national comme un des critères de l'appartenance. À quoi vous mesurez aujourd'hui l'impact de cette problématique de la nationalité, de la citoyenneté surtout, sur la situation politique en Côte d'Ivoire? Parce que dans l'ouvrage, vous évoquez très rapidement l'actualité quand même. Le cas Tidiane Thiam, évidemment, la controverse sur l'état civil du candidat Tidiane Thiam, déclaré inéligible pour le scrutin d'octobre 2025. Bon, l'élection a lieu aujourd'hui, ce samedi même. Est-ce que ce cas est emblématique, je dirais, de cette crise de la citoyenneté ou pas? Et est-ce que la question des actes civils s'invite toujours dans la dramaturgie politique en Côte d'Ivoire, et pour combien de temps encore? Alors le cas Tidiane Thiam, effectivement, certains ont voulu y voir un peu la queue de la comète de l'ivoirité, ou son retour dans le débat public, parce que effectivement son père était sénégalais, et donc cette question de est-il vraiment un Ivoirien, et lui-même en a joué aussi, en disant mais voilà, on m'exclut de la communauté nationale alors même que voilà, je fais partie de la famille oufouettiste, je suis né en Côte d'Ivoire en 1962, etc. Neveu de Houphouët quand même, c'est un neveu de Houphouët-Boigny. Tout à fait, voilà. Donc ça
ça a été un des éléments de la discussion. Après, très concrètement, ça s'explique surtout, d'abord, par des questions électoralistes et des questions d'exclusion du jeu politique d'un rival potentiellement, menaçant pour la candidature d'Alassane Ouattara. Parce que, cela dit, il était victime quand même aussi d'un code de la nationalité, en tout cas d'un code adopté pour, dans le cadre dans le code électoral. Qui interdit la double nationalité. C'est ça, c'est le code électoral, précisément. Nationalité, dans le code de la nationalité, c'est-à-dire quand on prend une autre nationalité volontairement, c'est ça le point. On est déchu normalement, enfin, on perd sa nationalité. Mais dans le cas de Tidjane Thiam, c'est encore autre chose qui lui a été reproché, c'est effectivement dans le code électoral de n'avoir pas effectivement renoncé à sa nationalité avant que d'être inscrit sur les listes électorales. D'autant que sa nationalité ivoirienne a été confirmée par la suite, reconfirmée si on peut dire. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire, que le conflit de 2002, qui a encore quelques répliques aujourd'hui dans la situation politique en Côte d'Ivoire, dans le jeu politique en Côte d'Ivoire ou pas? Disons que les fractures, notamment sécuritaires et militaires, parce que ça, c'est pas un des aspects qu'on a trop développé dans le livre, qui était quand même au cœur aussi de ce conflit, qui ne s'est pas seulement résumé à cette question identitaire ou documentaire, comme on en discute ici, ont été progressivement résolus, avec l'intégration notamment de l'ancienne rébellion dans l'armée nationale. Vous savez que cette intégration ne s'est pas faite sans difficulté. En 2017 notamment, il y a eu des mutineries au sein de l'armée, de la part notamment des anciens rebelles qui réclamaient d'autres faveurs. Il semblerait que quand même aujourd'hui cette logique-là ait été plus ou moins, géré, comme dit le président Alassane Ouattara régulièrement. Quant à savoir si cet enjeu va rebondir aujourd'hui dans le contexte d'insécurité, de tensions, y compris régionales, que l'on sait, de cette multiplication aussi des coups d'État, on ne peut évidemment pas en préjuger. Évidemment, on touche du bois et on espère que tout sera bien pour nos amis ivoiriens. Mais les grandes fractures ont été surmontées. Il en reste d'autres, qui est notamment la question sociale, la question sociale de cette émergence libérale qui a peu ruisselé en Côte d'Ivoire comme dans d'autres pays, y compris ici en France. Cette question-là, qui s'énonçait jusqu'à récemment dans des termes ethno-nationaux que j'évoquais à l'instant, elle s'exprime aujourd'hui sur le mode plutôt d'un trop c'est trop, et puis de rivalité presque de classe, j'allais dire, qui sont quand même aujourd'hui au cœur de la stabilité ou pas de futur du pays. Et ça, c'est quelque chose effectivement qu'on n'a peut-être pas trop dans les radars, mais qui est absolument central pour l'avenir du pays. Je laisse la parole au chroniqueur, mais avant cela, j'allais vous demander, finalement, c'est vrai que la Côte d'Ivoire, pour cette guerre des papiers, a été votre terrain de travail, votre terrain de recherche. Mais finalement, est-ce que la question de l'inclusion citoyenne, est-ce que la question de la construction de la citoyenneté, de sa confirmation, n'est pas propre à tous les pays, ces jeunes pays, ces jeunes États qui sont toujours en construction? Est-ce que ce n'est pas une question qui est forcément liée à la construction de l'État-nation? Oui, jeune ou moins jeune, parce que je faisais le parallèle avec la France et avec d'autres pays occidentaux où cette question justement des inégalités sociales et de classe et de l'inclusion civique se pose également. Donc notre ouvrage, il est aussi, je dirais, une interrogation plus globale, et pas seulement ni ivoirienne ni même africaine. Très bien, très très bien. J'ai lu avec un extraordinaire bonheur l'ouvrage de Richard Banegas, et je voudrais d'ailleurs lui rendre l'hommage du vice à la vertu. Tellement il y a d'informations foisonnantes dans l'ouvrage. J'ai conservé par deux vers. Il faut dire que je dois dire à ceux qui nous écoutent qu'il est plutôt épais, cet ouvrage. Il est épais, oui. Il faut prendre le temps de le lire quand même. Oui, je pense que ce n'est pas un ouvrage sur lequel on peut s'apesantir en une seule émission. Effectivement. J'ai conservé par deux vers, deux interrogations auxquelles j'espère que nous aurons l'occasion soit de répondre aujourd'hui, soit de répondre lors de la prochaine émission. Il faut le faire tout de suite d'ailleurs. Oui, tout de suite. La première, c'est la question de l'ivoirité a généré un vrai sentiment de peur, non seulement en Côte d'Ivoire, mais dans la sous-région, parce qu'elle projetait dans l'ensemble des autres pays l'idée qu'on pourrait à un moment enfermer les populations des différents pays dans l'appartenance à un État qui fonctionnerait de façon exclusive par rapport aux autres. Et la question de l'ivoirité a vraiment fait peur, y compris dans la sous-région Afrique-CEMAC que je connais bien. La deuxième chose, pendant la crise de l'ivoirité, on a beaucoup mis en avant le volume démographique des populations venues du Burkina Faso,
qui étaient nombreuses en Côte d'Ivoire et qui posaient la question de savoir si elles continuaient à se reconnaître comme burkinabés ou si elles avaient fait le choix de basculer dans l'enracinement en Côte d'Ivoire. Et ça a d'ailleurs posé le problème d'une vraie relation entre les deux pays. Et quels sont les prolongements que vous verriez par rapport à cette évolution des populations burkinabées et de la relation entre la Côte d'Ivoire qui les héberge et le Burkina Faso qui est leur pays d'origine? Oui, c'est une excellente question, et la première également, mais peut-être pour m'appesantir plus sur la seconde, c'est une question qui a aussi une dimension historique, parce que pendant quelques années, on le sait, la frontière aussi entre l'actuelle Côte d'Ivoire et l'actuel Burkina Faso a fluctué entre 1932 et 1937. Cette frontière avait été effacée, la Haute-Volta de l'époque était devenue la Haute Côte d'Ivoire, et donc cette fluidité des frontières a fait que, certains ont pu considérer que c'était un seul et même pays, et d'où aussi tous ces flux de population importants que vous évoquez. Aujourd'hui, on estime à près de 30% la part de la population qui est étrangère. Mais je mets bien des guillemets parce que, tout à fait, oui. En vérité, en raison aussi du Code de la nationalité qui, depuis 1972, est fondé sur le droit du sang, nombre de personnes considérées comme étrangères en Côte d'Ivoire sont en vérité des personnes nées dans le pays, de parents eux-mêmes nés dans le pays, vous voyez, mais n'ayant pu accéder à la nationalité en raison de la suppression du droit du sol. Donc ça, c'est un enjeu absolument central, et dans le livre, nous avons un chapitre spécifique consacré notamment à des personnes d'origine burkinabé, établi depuis les années 30 dans les environs de Bouaflé, en particulier auprès de la capitale Yamoussoukro, et qui ont été posés là, j'allais dire posés là au sens presque physique du terme, par l'administration coloniale, dans des villages qu'on dit de colonisation. Et on s'est intéressé particulièrement à ces personnes qui sont donc là depuis les années 30. J'ai rencontré un vieil imam, Bounaogo, qui est là, qui était né en 34 là, et qui depuis lors voient leur statut légal contesté, considérant qu'effectivement ils ne sont pas tout à fait ivoiriens, et même considérés encore récemment comme des personnes à risque d'apatridie. Et il y a eu tout un débat, et donc c'est pour cela qu'effectivement la question de pourquoi c'est encore un enjeu, il y a eu tout un débat dans les années récentes sur justement la Côte d'Ivoire est-elle un pays où cette question est importante? Oui, on dit les démographes, notamment proches du HCR, il y a eu une enquête là-dessus en disant la Côte d'Ivoire est le 3e pays dans le monde avec le plus de personnes à risque d'apatridie. Voyez, en raison précisément à la fois de ces flux de population très importants, mais aussi particulièrement en provenance du Burkina Faso en raison de cette vieille histoire-là. D'accord. Ben Yassi. Effectivement, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt le livre, et là je vais rebondir sur le dernier point que vous avez abordé, c'est la question de l'ivoirité, ou bien la question de la nationalité ivoirienne. Parce qu'au début des années 70, jusqu'à la crise, elle se faisait aussi de manière traditionnelle. Parce que d'après la tradition baoulé, par exemple, si on était neveu d'un baoulé, on l'était directement. Moi, j'ai eu un grand-père qui était marié à une nièce d'Oufouet. Il s'est toujours considéré comme ivoirien parce que, de par cette alliance, il était ivoirien. Et je me dis que chaque régime aura sa guerre des papiers, ah oui. mais de manière disproportionnée. Oui. Là, actuellement, avec Alassane Ouattara, on a pu juguler un certain nombre de questions, mais si Alassane Ouattara n'est plus là... C'est pas très optimiste ce que vous dites là. C'est une question qui se pose. C'est vrai que la question a un peu baissé en intensité. C'est l'occasion de demander d'ailleurs, Richard Banega, si vous avez observé des progrès justement en matière d'inclusion citoyenne. C'est là où j'allais en venir. Cette question me permet précisément de glisser vers cela, parce que depuis 2011, le changement de régime, enfin l'accès au pouvoir d'Alassane Ouattara, il y a eu des réformes très importantes qui ont été engagées en la matière. Le gouvernement a essayé de dépolitiser cet enjeu des papiers qui s'étaient véritablement cristallisé auparavant, comme on vient de le dire, à grand renfort notamment de réformes technologiques avec les nouvelles technologies, la digitalisation de l'état civil là, récemment, la mise en place de réformes biométriques et la transformation aussi de l'ancienne Office national d'identification qui a pris encore plus de prérogatives, et la création aussi
numéro national d'identification, le fameux NNI, qu'on voit un petit peu partout dans le monde aujourd'hui. Hein. C'est le modèle indien, en vérité, qui s'est diffusé dans le monde entier, rattaché à une base unique biométrique qu'on appelle le RNPP, sur lequel aussi nous avons consacré quelques pages dans le livre. Donc il y a des progrès qui ont été effectués en la matière, notamment pour l'accès à l'état civil par le biais tout simplement d'une digitalisation accélérée. Récemment encore, je l'ai vu il y a quelques mois, à la mairie de Yopougon, dont le maire est Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale, lui-même à la tête d'une entreprise de biométrie. Eh bien, il y a un informaticien local qui a lancé des initiatives pour rapprocher les citoyens de l'état civil sous la forme d'une borne, un peu comme dans les McDonald's, comme il nous disait, où on peut commander le hamburger, mais là on va commander ces actes d'état civil. Donc c'est plus fluide, disons. Hein, c'est plus fluide, mais bon, on ne va pas entrer dans les détails de la biométrie, qui n'est pas forcément un gage de fiabilité, ni de confiance, ni de stabilité, parce que ça c'est un des arguments aussi de notre ouvrage, qui est, disons, une réflexion aussi sur les nouvelles technologies de l'identification en lien avec des problématiques de la citoyenneté qui ne sont jamais résolues par la technologie. Si vous permettez juste une deuxième question. Vous pouvez le faire parce que vous avez passé une nuit blanche, je crois. Non, moi, c'est par rapport à la biométrie. Parce que quand j'ai lu l'ouvrage, il y a une citation que vous nous donnez du directeur national de cet office. Il dit qu'avec la biométrie, c'est une des plus fiables au monde. C'est quelque chose que j'avais entendu pour le cas du Sénégal aussi, quand on a oui, il y a plus fiable que le Sénégal. Hein. Oui, mais est-ce que vous qui étiez sur le terrain, est-ce que vous êtes optimiste par rapport à cette sorte de biométrie partout et pour tout le monde? Bon, la biométrie, c'est un immense business international, hein, donc il faut aussi l'analyser à cette aune-là. Hein, c'est un marché. Hein, et donc cet argument de la fiabilité, c'est aussi un argument marketing hein, des grandes firmes de la biométrie. Il faut bien sûr avoir ça en tête quand on engage la discussion sur ces sujets. Quant à savoir effectivement si ces technologies-là sont une garantie de fiabilité, on peut aussi considérer, hein, si je reprends l'exemple des René Caillé tout à l'heure, hein, des papiers falsifiés, qu'en allant s'enregistrer biométriquement pour avoir une nouvelle carte biométrique, etc., avec des faux papiers, des papiers falsifiés du type qu'on appelle les René Caillé. En vérité, la biométrie, elle va graver dans le marbre des databases biométriques des faux papiers. Donc il y a une espèce de consolidation du faux, de biométrisation du faux. Vous voyez, donc en fait, bon, là c'est juste un peu pour blaguer, mais évidemment, on voit bien que ça n'est pas forcément un gage de stabilité ou surtout plutôt de confiance hein, dans l'institution, notamment dans l'institution électorale. Parce qu'il faut aussi d'ailleurs préciser ici que la biométrie est censée centraliser l'ensemble des données des identités individuelles dans un seul et même registre biométrique, en l'occurrence ici le RNPP. Mais il faut bien considérer que dans le cas de la Côte d'Ivoire, comme dans d'autres pays, il y a plusieurs bases. Et par exemple, la base électorale n'est pas la même que la base de l'état civil et du RNPP. Et donc, ça suscite des problèmes à chaque fois. L'an dernier, lorsqu'il s'était agi, donc pour l'élection d'aujourd'hui, de réviser la liste électorale, il y a eu tout un ensemble de débats parce que les gens arrivaient avec leur carte biométrique, qui est censée contenir l'ensemble des données d'état civil personnel et même de leurs parents, parce que normalement, les parents sont aussi dans la base. Mais en fait, ça ne matchait pas. Hein, et la commission électorale n'ayant pas... ils ont demandé à ce que les gens viennent aussi avec un certificat de nationalité et des papiers parce qu'il n'y avait pas confiance dans cette carte biométrique qui était pourtant censée, disons, contenir l'ensemble des données. Alors, on va conclure avec vous, mon cher Gratien. Oui. Non, mais je suis tenté de vous demander si chez vous au Burundi, il y a également la guerre des papiers. Non, on ne retrouve pas comme ça. Mais franchement, c'est une grande avancée de ce livre parce que il y a trois choses qu'on retrouve. L'histoire, l'actualité, c'est actuel, mais ça vient de l'histoire. En principe, l'histoire, on fait une ligne, on se dit ça fait partie de l'histoire, mais finalement, ça fait partie de l'actualité. Et ça traite la société. Et cette société-là se retrouve presque partout en Afrique. Vous parlez du Burundi. Oui, à un certain moment, par exemple, il y avait des problèmes avec les Congolais. Qu'on disait, certains pouvaient dire, je suis des Burundais. Non, on disait, non, vous êtes Congolais. Et souvent, ce qu'on oublie en Afrique, c'est qu'à un moment donné, pendant la colonisation, on prenait la main-d'œuvre là où elle était. On l'amenait dans un autre pays. Et elle était là. Les gens se mariaient, avaient des enfants, restaient là.
les gens oubliaient même qu'ils étaient de l'autre côté de la frontière. Et du coup, nous, Africains, on est des frères. Les tribus, les ethnies, ça traverse les frontières. En réalité, on est les mêmes, c'est-à-dire que celui qui se trouve dans un pays, pour moi, devait être de ce pays. Et en même temps, c'est que le problème qui s'oppose dans plusieurs pays, on l'a vu, notamment le Cameroun, Guinée équatoriale, dès qu'un pays commence à se développer, on a l'impression qu'on a une richesse que les autres viennent nous piquer. Mais en réalité, c'est qu'on ne sait pas gérer la richesse, on ne sait pas répartir entre la population cette richesse. Et du coup, comme il y a quelques gens qui s'accaparent de cette richesse, ils veulent exclure d'abord les étrangers, les gens, entre guillemets, qui peuvent se dire les étrangers, mais si ça commence à toucher ces gens, après ça va toucher les autres, les nationaux. Moi, franchement, c'est félicitations pour le livre. Je pense que c'est un livre qui peut aussi être écrit sur d'autres pays. Je ne veux pas citer RD Congo, par exemple. Ah oui, vous l'avez fait. Oui. Vous l'avez fait. Mais merci de ces commentaires et aussi peut-être pour signaler que cet ouvrage donc, qui porte sur la Côte d'Ivoire, il est issu en vérité d'une recherche collective qui avait été menée quelques années auparavant avec une quinzaine même d'autres collègues, y compris donc, sur l'Afrique des Grands Lacs, puisque nous avions les papiers sur l'Ouganda, les papiers sur le Rwanda, où l'on sait aussi malheureusement le rôle tragique qu'ont occupé les cartes d'identité. Donc c'est une problématique effectivement comparatiste qui, je crois, en fait ça c'était un peu notre intention de départ aussi lorsqu'on a lancé cette recherche collective et aussi sur la Côte d'Ivoire, en fait prendre les papiers comme un prétexte en quelque sorte, pour réfléchir de façon plus large à toutes ces problématiques de la citoyenneté qui effectivement traversent, comme vous le disiez, les sociétés africaines, mais qui sont évidemment aussi beaucoup plus globales. Juste sur ça, une petite anecdote, c'est qu'à un certain moment, les réfugiés rwandais qui étaient en Ouganda ont été chassés de l'Ouganda pour être renvoyés au Rwanda. Et au Rwanda, ils sont retrouvés réfugiés au Rwanda. Et en fin de compte, ils ont fait des mouvements sans savoir, aucun pays ne les reconnaissait. Donc c'est pour vous dire qu'en Afrique, finalement... Très bien. La guerre des papiers en Côte d'Ivoire, ouvrage de Richard Banegas, co-écrit avec Armando Coutolo. C'est aux éditions Cartala, vous l'aurez compris, un ouvrage indispensable à portée universelle. Richard Banegas, merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci à vous. On va vous libérer parce que vous avez quelques engagements. L'émission continuera dans quelques instants, tout de suite d'ailleurs. Merci Richard Banegas, à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Autre sujet de cette édition de Panel Hebdo, état d'alerte post-électoral au Cameroun. Les électeurs camerounais toujours en attente de la proclamation des résultats officiels du scrutin présidentiel du 12 octobre dernier. Cette proclamation aurait dû intervenir le 23 octobre, nous avait-on dit, et puis finalement ça a été reporté au 27 octobre. Pas de surprise attendue, en tout cas, alors que toutes les données statistiques diffusées au cours des derniers jours indiquaient une large victoire de l'ancien ministre Issa Chiromak Bakary. C'est le président sortant, Paul Biya, qui devrait être déclaré vainqueur pour un 8e mandat, selon les chiffres de la Commission nationale de recensement. Alors, Claude Lecaille, déjà une large partie de l'opinion dénonce la manipulation ou l'inversion des résultats. On a le sentiment d'assister à un scénario déjà connu en Cameroun. On a effectivement un scénario déjà connu, sauf que cette fois-ci, il y a une très très grosse différence. C'est-à-dire ? Pendant les 7 premiers mandats de l'actuel président de la République, il y avait une sorte de bonhomie qui accompagnait ces différentes victoires. D'abord parce qu'il avait un socle qui accompagnait ces différentes victoires aux élections présidentielles. Les victoires passées, vous voulez dire ? Les victoires passées, oui. Il y avait une sorte de bonhomie. Paul Biya a déjà gagné une élection présidentielle Quand je dis les victoires, je parle bien de cette bonhomie sociologique qui considérait que... Je demandais, est-ce que vous avez souvenir que, au cours des dernières présidentielles, Paul Biya a effectivement remporté une victoire confirmée, non contestée, non contestable ? J'ai surtout le souvenir... Il y en a peut-être une ou deux, dites-nous. J'ai surtout le souvenir, Francis, que le peuple considérait que les enjeux étaient ailleurs. Ah bon, d'accord. Voilà, que les enjeux étaient ailleurs. Mais à quoi servent les élections finalement au Cameroun alors ? On a hérité d'un système électoral qui fait, comme je vous l'ai dit au cours d'une émission que nous avons eue sur ce plateau, qui fait que les dés sont pipés d'avance.
Il y a des pays où on ne vote pas, hein. On peut ne pas voter du tout. Non, les gens considèrent que continuer à voter, même dans un système électoral où les dés sont pipés, c'est marcher tranquillement vers les transformations. Ça fait partie d'un rituel, finalement, de la falsification. Ce n'est pas un rituel. C'est la volonté d'arriver à un changement sans forcément verser le sang. Je ferai très rapidement, en une minute, le comparatif avec ce qui s'est passé dans les pays d'expression anglaise. Oui. Dans beaucoup de pays où il y avait de l'autorité, on est arrivé tranquillement à transformer le système électoral. Si vous compariez les pays d'expression française et les pays d'expression anglaise, pratiquement tous les pays de la façade est de l'Afrique qui sont d'expression anglaise ont fini par inscrire dans le marbre qu'on ne peut faire qu'un mandat renouvelable une seule fois. C'est ça. Il n'y a que les pays d'expression française qui n'ont pas encore intégré ce paradigme-là. Ah, oui, mais c'est inscrit dans les constitutions des pays francophones également. Oui. Sauf que... Au Sénégal, au Bénin... le Sénégal, pendant longtemps, a été considéré comme le quartier latin et l'enfant béni de la démocratie en Afrique. Oui. D'ailleurs, c'était le modèle que l'ensemble des pays voulaient suivre. Je voulais vous dire, et c'est très important... Bien avant 90. Hein. Bien avant 90. Je voulais vous dire, et c'est très important, que quand on fait le comparatif, on se rend compte qu'auparavant, toutes les élections se tenaient sans l'arbitrage d'un élément nouveau qui a surgi dans le jeu, c'est la jeunesse. D'accord. La jeunesse, aujourd'hui, biberonnée aux réseaux sociaux. Il y a 30 ans, vous étiez aussi très jeune, vous aussi. Oui, mais sauf que à l'époque, notre génération était instruite par nos parents que la guerre d'indépendance avait été tellement violente qu'il ne fallait pas qu'on s'adonne au jeu des arbitrages politiques. Les jeunes d'aujourd'hui se sont affranchis de l'autorité morale des parents et veulent voir des élections qui correspondent aux choix sociologiques de la population. Il y a une donne... Des élections justes, équitables, transparentes. Des élections justes, équitables et transparentes. Et ils ne laisseront plus aucune élection présidentielle dorénavant se tenir au Cameroun sans que ces critères-là soient pris en considération, je peux vous l'assurer. Claude, 15 jours quand même pour annoncer les résultats d'une élection. Et à une époque où la technologie électorale est quand même très rodée, hein, est-ce que c'est sérieux ça? Même si ce n'est pas sérieux, ceux qui ont vocation à remplacer le président de la République ou à changer de système, ont bien compris que cet anachronisme-là, comme par exemple le fait d'avoir des octogénaires au pouvoir, comme par exemple le fait d'avoir un président de la République qui peut faire 8 mandats, comme par exemple le fait dans un pays où il y a 40 millions d'habitants, d'avoir 80% de la préfectorale, du système qui dirige le pays, qui appartient à une seule sphère géographique. Et il y a beaucoup d'anomalies. Un président absent qui... Voilà, beaucoup d'anomalies, beaucoup d'anachronismes que le Cameroun avait acceptés, mais qu'aujourd'hui, le Cameroun a décidé de faire en sorte que ça change. Est-ce que vous avez été surpris par le vote massif en faveur de Issa Chiroma Bakary? Je n'ai pas été surpris parce que je l'attendais, pour une raison qui est très simple. Ce n'est pas Issa Chiroma Bakary qui était attendu. Issa Chiroma Bakary a été ministre pendant 25 ans. Il est devenu opposant 2 mois et demi avant l'élection. D'ailleurs, Nathalie Yam, qui est une influenceuse dont je ne partage pas toujours les vues, a dit sur cette question une chose qui m'a frappé. Elle a dit les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent. Issa Chiroma Bakary n'a pas ce ras de marée parce qu'il a fait acte d'une opposition stupéfiante. Il a ce ras de marée parce que ceux qui voulaient voter pour Maurice Kamto ont appelé à voter pour lui pour que de toutes les manières, il y ait un changement. C'était tout sauf Paul Biya. C'était le vote sanction. Issa Chiroma aurait été donc le cheval de Troie de ceux qui ont décidé donc d'en finir avec le système Paul Biya. C'est d'autant plus vrai qu'au Cameroun, les jeunes arrivent à créer des réseaux de communication par WhatsApp où on trouve 300 000 ou 400 000 personnes. Ils peuvent donc décider qu'à partir du moment où le candidat naturel de l'opposition n'est pas arrivé au pouvoir, il faut faire un vote sanction. Il faut dire que les jeunes sont très énervés parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui avaient été jetées en prison à l'époque où Kamto lui-même y était. Et Kamto a été élargi parce qu'il y a eu des pressions internationales, parce qu'il y a eu des négociations. Et ceux qui étaient entrés en prison avec lui n'ont jamais été élargis. Vous avez été un observateur, Claude Lecaille, un observateur engagé de la campagne à Kérémouna. On vous a reçu il y a quelques semaines ici, dans ce cadre-là. À Kérémouna, qui s'est finalement rangé derrière un autre candidat, l'ancien Premier ministre Bella Bouba Maïgari. À quoi aura servi finalement cette alliance que votre candidat a conclue? J'étais un observateur attentif de la candidature d'Akérémouna, très rapidement, parce qu'il avait une particularité. Il a voué toute sa vie à la lutte contre la corruption. Et j'estimais que même si ce candidat-là n'avait pas été élu, il pouvait travailler aux côtés du futur président de la République pour l'orienter sur les actions à mettre en place. Vous avez misé donc sur Bello Bouba Maïgari? Non, pas du tout. Je n'ai misé sur personne. J'étais un observateur. Enfin, je parle d'Akérémouna. Akérémouna a choisi d'accompagner Bello Bouba Maïgari parce qu'ils étaient en conversation avant même les déclarations de candidature. Parce qu'il estimait que des deux autres candidats, Bello Bouba Maïgari était celui qui présentait les meilleures garanties en termes de gouvernance et de gestion de l'État.
Il n'a pas fait un choix parce qu'il escomptait un bénéfice électoral, il a fait un choix moral. Mauvais calcul finalement. Mauvais calcul électoral. Arithmétique. Hein. Mauvais calcul électoral, mais conforme à la psychologie du personnage. D'accord. Donc c'est une alliance que Karimuna assume pleinement. Il assume pleinement, il n'a aucun regret. Et de toute façon, il fait partie des gens qui auront un rôle à jouer dans l'après, parce que de toute façon, quelle que soit la suite de cette élection, il y aura un après au Cameroun. Évidemment, les Camerounais qui sont très respectueux vis-à-vis de l'actuel président de la République ne veulent pas qu'on lui manque de considération ni qu'on le violente. Ils lui demandent juste courtoisement de commencer à considérer que le moment sera bientôt venu de passer la main. Une question terrible pour vous avant d'écouter Bemeli Yassi et Gratien. Vous êtes un observateur très avisé. Tout à fait, oui. Je l'espère. Et pas que camerounaise, d'ailleurs. Non, pas du tout. Africaine en général. Comme mes confrères qui sont assis là. Est-ce que vous pouvez nous dire très clairement aujourd'hui, est-ce que Paul Biya a gagné la présidentielle du 12 octobre dernier? Est-ce que selon vous, Paul Biya est le véritable vainqueur de cette élection ou pas? C'est ce qui va être annoncé là, le 27 octobre. Écoutez, qu'il l'ait gagné parce qu'il y a eu une addition. Non, la question est simple. Est-ce que vous pensez, en votre âme et conscience, que Paul Biya a remporté la présidentielle du 12 octobre 2025? Il s'est présenté 8 fois. Moi, je pense très sincèrement qu'il y a une époque où il portait les suffrages populaires, où il a gagné. Je pense qu'il y a un certain nombre de fois où il n'a pas gagné. Et cette fois-ci, par exemple? Cette fois-ci, les jeunes sont intervenus massivement dans ce vote. Et ils ont voulu demander au président... Pourquoi vous ne nous dites pas que Paul Biya a perdu l'élection? Parce que je suis... Moi, je suis attaché au respect de la loi. C'est une information importante. Oui. Non, je suis attaché au respect de la loi. C'est une information pour l'histoire. Oui, je considère qu'il faut attendre la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel pour se positionner. Et si les résultats ne sont pas conformes aux attentes du corps électoral, je peux vous assurer que le corps électoral, contrairement aux autres fois, a l'intention de demander des comptes à ceux qui étaient en charge de l'organisation de ce scrutin. Est-ce qu'on assiste à la fin d'une époque? On assiste très certainement à la fin d'une époque, à un peuple qui pendant longtemps était très respectueux vis-à-vis de la puissance publique, qui a vécu quand même dans un certain immobilisme. Le Cameroun, c'est pratiquement 40 millions d'habitants, avec une jeunesse, avec un peuple très formé, avec des richesses potentiellement exponentielles, qui a donné sa confiance au successeur du président de la République, le premier président de la République, Amadou Ahidjo, et qui a fait confiance pendant pratiquement 40 ans au président Biya. Le peuple dit qu'il est temps de passer à d'autres évolutions et veut accompagner très respectueusement le président Biya à la retraite, sans lui manquer de courtoisie et sans le violenter. J'insiste. Il faudra peut-être faire une refondation institutionnelle totale dans ce pays, parce que toutes les institutions telles que le Conseil constitutionnel, telles que la Commission électorale et d'autres d'ailleurs, même le Parlement, toutes ces institutions sont totalement discréditées aujourd'hui, puisque considérées comme étant des instruments d'un système qui s'est installé pour durer, sans limite de durée, j'allais dire. Écoutez, Francis, le Cameroun, c'est le pays de l'immobilisme. Ça fait 40 ans que les vous dites bien les choses. Oui. C'est le pays de l'immobilisme. Ça fait 40 ans, par exemple, que la diaspora camerounaise demande l'accès à la double nationalité. Le Cameroun est le seul pays, avec 3 autres dans le monde, à qui l'État interdit à ses citoyens de prendre une nationalité étrangère. On avait mis en place une décentralisation qui avait instauré la mise en place d'un Sénat. Il a fallu 15 ans pour mettre en place le Sénat. Et une fois que le Sénat a été mis en place, on se demande exactement quel est son rôle. Il y a un bicaméralisme qui est en fait une extension de l'ancien monocaméralisme. On est l'un des rares pays où le gouvernement peut être 2 ans, 3 ans sans tenir de conseil de ministres, sans que cela ne pose pas de questions à ceux qui ont en charge la gestion de l'État. Cela montre quand même que la population a une certaine capacité d'autogestion qui lui permet, au-delà du rôle régalien de l'État, de continuer à vaquer à ses occupations. Il y a une guerre qui mine le Nozo, les 2 provinces du nord-ouest et du sud-ouest anglophones depuis 10 ans, qu'on n'a jamais réussi à stopper, alors que l'État continue à vaquer à ses occupations. La population demande que cette guerre prenne fin, sinon elle va commencer dans d'autres régions, et c'est pour ça que la fondation est devenue nécessaire, la refondation est devenue nécessaire. Bemeli Yassi. Moi, je suis un peu surpris par l'indigence de notre cher ami vis-à-vis de l'actuel régime et du président Paul Biya. C'est une pensée complexe. Parce que là, moi, j'ai connu Paul Biya en tant que frère jumeau du président Abdou Diouf, qui est président du Sénégal. À la retraite. Oui. Et là, il est toujours au pouvoir. Et moi, les chiffres que j'ai, par le biais d'autres canaux, tout à fait, oui. au niveau des 3 régions clés,
il a été laminé, entre guillemets, à ce niveau. Oui. Donc là, le fait qu'on décale la proclamation des résultats jusqu'au 27, ça veut dire qu'on est en train de bidonner les chiffres pour le déclarer vainqueur. Parce que là, à travers ces chiffres, les 3 régions... Vous avez les chiffres là sous les yeux? Oui. Je les ai aussi. Profitons-en. Donc, au niveau je les ai aussi, comme le cahier. Donc là, sur les... J'ai des procès-verbaux aussi. Oui, parce que là, c'est des résultats qui ont été consolidés sur la base de procès-verbaux. Au niveau de ces 3 régions. Bureau de vote par bureau de vote, région par région. Région par région. Parce que là, cette fois-ci... Statistiquement, Issab Chiroma Bakary a gagné les élections. A gagné parce que déjà, au niveau des 3 régions, le centre, le littoral, l'extrême nord, c'est 50,4% de l'électorat. Et au niveau des 18 départements qui font l'élection, il a été laminé. Les 18 départements qui représentent 80% des électeurs? Non, c'est 58 départements qui représentent 80% de l'électoral. Et sur ces 58, il a été laminé au niveau de 18 départements qui font l'élection. Et moi, ce qui m'étonne également, les Camerounais sont connus comme de grands voyageurs. Sur les listes d'inscription, il n'y a que 34 411 électeurs pour la diaspora. Oui. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la diaspora considère qu'elle a été ostracisée depuis l'indépendance. Il faut dire que le président Ahidjo, qui était le père fondateur de la République, considérait qu'il y avait beaucoup d'opposants au sein de cette diaspora. Donc il la tenait éloignée des affaires de la République. Et depuis, la confiance n'a jamais été rétablie entre la diaspora et l'État. Vous pouvez renouveler par exemple le Conseil constitutionnel avec la génération de Ben Yayassi. Voilà. Je pense que ça porterait peut-être du sang neuf aux institutions camerounaises. Moi, ma crainte, et c'est la question que je voulais vous poser, à travers cette préparation de la proclamation des résultats, est-ce que vous pensez que cette jeunesse qui s'est mise dans les réseaux sociaux, qui a donné des consignes de vote, va rester tranquille et avaler la pilule comme si de rien n'était? Et les manifestations se sont multipliées depuis quelques jours d'ailleurs, que ce soit au Cameroun ou ailleurs. Pendant 50 ans, Richard, chers collègues, l'État camerounais instillait la peur. On avait une police politique extrêmement puissante. Et quand les gens étaient embastillés, ils étaient partis pour de très longues années. Donc les Camerounais, dans leur relation avec l'État, avaient une posture assez respectueuse. Pour la première fois, sociologiquement, les Camerounais considèrent... Respectueuse ou résignée? Je vais dire respectueuse, comme je suis poli. Pour la première fois, les Camerounais, et ça se voit dans toutes les villes, les Camerounais ont décidé que la relation avec l'État ne doit plus être une relation de peur, elle doit être une relation d'évolution commune. Est-ce que cette élection annoncée de Paul Biya pourrait être considérée comme l'élection de trop? En tout cas, ceux qui la voient comme quelque chose de négatif ne connaissent pas aussi bien le Cameroun que nous pourrions la connaître. Je considère que c'est le point de changement sur lequel on ne pourra plus jamais revenir. Non, la force de répéter une manœuvre indéfiniment, il y a un moment où on commet la faute, quoi. Voilà. D'accord. J'ai confiance en notre invité. Vraiment, il utilise le terme respectueux envers le président. Il dit que c'est les Camerounais. Ils sont respectueux envers le président. Oui. Donc on comprend, il y a des questions qu'il ne veut pas répondre, mais on comprend bien, finalement, s'ils sont comme ça, j'ai l'impression que les Camerounais, ils auraient dû avoir Paul Biya roi du pays, sans succession. Oui. Et pendant ce temps, il y aurait la démocratie pour élire les députés, le Premier ministre, donc il y aurait la démocratie comme par exemple chez les Anglais. Oui. Ça serait vraiment... La monarchie constitutionnelle. Voilà, ça serait démocratique. Mais aujourd'hui, ils sont contents de Paul Biya en tant que roi, sans qu'il soit roi. Et ils sont très respectueux. Ce sera la conclusion. Ils sont respectueux envers ce président. Mais en réalité, on voit bien que il n'a pas gagné les élections. Notre invité, il ne veut même pas se prononcer parce qu'ils sont très courtois, très respectueux. Je voudrais dire que le Cameroun, c'est quelque chose... Le Cameroun, c'est vraiment spécial. Non, le Cameroun, c'est spécial parce qu'on est dans un pays où on a pratiquement 287 ethnies. Et il y a un journaliste camerounais qui fait une analyse que j'apprécie beaucoup parce qu'elle est juste. Il parle de l'abstraction mortifère. On est dans un pays où on ne voit pas quelqu'un par rapport à son talent, par rapport à son dynamisme, on le voit par rapport à son ethnie et sa tribu. C'est vrai. On est sur le plan électoral. Par exemple, vous voyez des candidats qui se présentent qui n'ont pas de projet chiffré.
Quand quelqu'un se présente à une élection présidentielle en France, il vous dit je ferai peut-être tant de lycées, tant d'écoles, tant de routes. Et vous avez des gens qui arrivent et on compte le nombre de gens de leur ethnie qui sont derrière eux. Et c'est à partir de là qu'on fonde la pertinence de leur programme. Mais la politique au Cameroun est une chose extrêmement délicate. Et c'est pour ça que les Camerounais veulent aller vers ce positionnement politique. C'est délicat dans tous les pays, oui. mais en réalité, c'est la conception de la démocratie. Vous avez parlé, par exemple, de l'Afrique de l'Est, les pays anglophones. Oui. Ce n'est pas parce qu'il manque des ethnies. Il y a des ethnies, les gens peuvent se revendiquer. Mais en réalité, la démocratie est ancrée dans les pays. Comme on voit, par exemple, au Kenya, les pays comme Malawi, comme Botswana ou les autres, on ne peut pas vraiment, par exemple, tricher les élections. Le président, tout récemment, au Malawi, le président sortant, il a déclaré qu'il a félicité le gagnant avant que le gagnant se prononce, avant que le gagnant dise se prononce. Bon, écoutez, nous allons constater ce 27 octobre si le sentiment de déjà-vu se confirme justement avec la proclamation d'une victoire de Paul Biya à cette élection. Juste une dernière question, Claude Decaille. Quel scénario vous pouvez prévoir pour les jours à venir, les jours d'après proclamation de résultats? Je voudrais que nous terminions sur un sourire. Et il y a un collègue qui m'a dit, écoute Claude, j'aurais souhaité qu'on laisse le président obtenir sa victoire parce qu'il a un âge vénérable, il a bientôt 93 ans et peut-être qu'on le perdra en cours de route. Et je lui ai dit, après vérification, les gens vivent au-delà de 100 ans dans la famille du président. Et si on partait sur cette piste-là, dans 10 ans, on serait encore avec lui. Non. Voilà. C'est pas la conclusion. La conclusion, c'est que j'ai constaté une chose, Francis. Les scénarios, compte tenu quand même de la vague de contestation qui monte. Hein. Oui, il y a un risque. Il y a un risque de violence. Mais on a déjà connu la violence au Cameroun avec ce qui se passe dans le Nozo. Le septentrion pose de grandes inquiétudes parce que les gens du Nord sont très proches des gens du Tchad, sont capables de faire une alliance, notamment avec le président du Tchad, pour faire sécession. Donc, ce qui serait l'idéal au Cameroun serait que, quel que soit le vainqueur, on aille vers un gouvernement d'union nationale. Quel que soit le vainqueur. Avec lequel autoproclamé. Oui. Moi, je pense de toute façon que les jeunes ont décidé très clairement, dans leur majorité, qu'ils ne considéreraient pas l'actuel. Vous nous confirmez finalement qu'on aurait pu faire l'économie d'une élection, on aurait pu faire l'économie d'un processus électoral finalement. Non, parce que cette élection, Francis, a permis à ceux qui n'avaient pas de voix de venir s'exprimer. Ça a permis à tout sauf à la proclamation de la vérité des urnes. Mais il fallait, y compris une élection truquée, que la population s'exprime clairement. C'est la première fois dans l'histoire du Cameroun. Voilà qui est dit. C'est la première fois que la population au Cameroun s'exprime comment? C'est ça le problème. Moi, j'ai une inquiétude, contrairement à notre ami, parce que les informations qui me parviennent, surtout du Nord, m'en font peur. Bah écoutez, merci en tout cas. Merci d'être venu. Merci Francis. À la fin de l'émission. Gracien, merci. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup. Merci Francis. Merci Francis. Merci beaucoup. Hein. Voilà, on continue à suivre cette actualité, bien entendu. Merci. Merci également à notre invité spécial, Richard Banegas, qui est avec nous. Je rappelle le titre de son ouvrage, La guerre des papiers en Côte d'Ivoire, aux éditions Cartala. Richard Banegas, professeur de sciences politiques au Centre de recherche internationale de Sciences Po. Il était avec nous dans la première partie de cette édition de Panel Hebdo. Merci également à Moustapha Kanté qui a assuré avec toujours la même toujours avec la même qualité, hein, exceptionnelle, brillant et surtout très patient, Moustapha Kanté. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Panel Hebdo. D'ici là, prenez grand soin de vous. À très vite. Merci Francis.